Bonjour, bonjour, bienvenue à Canal Presse. Vous êtes très nombreux à nous regarder tous les dimanches. Comme tous les dimanches, voici le sommaire de cette édition. Assemblée nationale, il n'y aura pas modification du rythme des sessions, encore moins reconfiguration politique du bureau de la Chambre. Ce sont des amendements parmi les 100 formulés dans le processus d'adoption du règlement intérieur de la Chambre. Comme rarement, le texte voté à l'issue de la session parlementaire était une proposition de loi, c'est-à-dire une émanation des députés. Comme les deux amendements évoqués préalablement et rejetés, on a trop tôt rêvé de penser à la révision du temps de parole et à la possibilité de relance des députés lors des questions orales aux membres du gouvernement. Par contre, la revalorisation éventuelle des indemnités de session dépend de Kavaï et Djibril. D'ailleurs, les travaux avaient pris du retard, car à l'intérieur du RDPC, deux tendances ont dû s'affronter. Mais passons, car le texte est là, il appelle une modification constitutionnelle, institue un congrès du Parlement et laisse se profiler à l'horizon le tant attendu Conseil constitutionnel. Question tout de même, la mise à l'écart des amendements, était-ce une erreur volontaire du pouvoir, tant c'est le gouvernement qui continuera de fixer pour l'essentiel l'ordre du jour des travaux de l'Assemblée nationale. Les agents publics ne sont pas de vieux nègres et leurs médailles devenues, mais c'est tout comme. Les voici au milieu, entre une hausse des prix de 15% et une inflation qui prend de l'envol. Monsieur Tantampion racontait l'autre jour qu'il s'attend à 5 000 francs CFA de plus sur son salaire mensuel et qu'à contrario, il paye plus cher le taxi, la ration et les frais de survie de ses parents qui vivent dans l'arrière-pays. Les OPEP ou véhicules clando de son village ont quant à eux doublé de prix de transport. Lui, il n'a pas de véhicule et donc pas concerné par ceux à qui l'État faisait don de 255 francs CFA par litre de carburant jusque-là. Et c'est M. Tantampion qui nous disait encore qu'entre 2008 et 2014, les particuliers vivant au Cameroun ont acquis plus de 2000 voitures. Il a eu l'impression qu'au rythme où les choses prennent du galon en prix, qu'à ce rythme-là, le marché se trompe de consommateurs. Et sa dernière question brûle les lèvres dans ce contexte que vaut véritablement 50% de l'augmentation des salaires. Ce programme est un rendez-vous que vous attendez chaque semaine pendant ce jour. Il est diffusé en direct et simultanément sur Canal 2 International, sur la radio Suite FM et sur la toile à l'adresse internet www.canal2international.net. Canal Presse, voici une émission qui donne un sens à l'actualité. Bon appétit à tous. Voilà, vous avez bien compris, dû rectifier cela à la maison, il ne s'agit pas de 50% d'augmentation, il s'agit bel et bien de 5% d'augmentation sur le salaire des fonctionnaires. On accueille à présent nos différents panélistes. Georges-Alain Boyemont, bonjour, bienvenue. Bonjour Boubaye, bonjour à vos téléspectateurs que j'espère encore plus nombreux ce dimanche. Avec vous, une bonne nouvelle cette semaine, l'arrivée du côté de Kribi, en eau profonde de Kribi, du premier bateau commercial qui est arrivé. Tout à fait, je pense que c'est une bonne nouvelle, même lorsque on est affilié à une presse contacts de presse de l'opposition, il faut reconnaître qu'il y a des choses qui sont bien faites par le gouvernement. Compte tenu de l'engorgement du port de Douala et de toutes les attentes qui sont placées en le port de Kribi, je pense qu'il faut féliciter le gouvernement et notamment celui qui s'occupe du pilotage de ce projet-là. Je veux parler de lui, Paul Moutazé, par ailleurs secrétaire général des services du Premier ministre. Il faut dire que toute l'infrastructure n'est pas encore véritablement en place parce qu'il y a un certain nombre d'infrastructures connexes qu'il faut encore, mais le cap est déjà franchi, le signal fort est déjà envoyé en direction des différents opérateurs économiques. Je dois également dire qu'en dépit de ce que nous de la presse, on a toujours dit de ce gouvernement par rapport à la célérité, par rapport à la prévision, il faut dire quand même qu'il y a comme deux camps dans ce gouvernement-là, c'est-à-dire qu'il y en a qui s'inscrivent déjà dans la pré-BIA et qui sont là, qui signent des motions de soutien, qui disent chaque fois que le président est le plus beau, le président réalise beaucoup d'actions, mais qui ne s'implique pas. Et il y a un autre camp qui travaille pour la postérité, pour le Cameroun, et je pense que d'où les grandes réalisations. Voilà, M. Moutazé est vraiment dans la dynamique des grandes réalisations. Je ne veux pas dire ici que c'est un homme parfait,
mais au moins sur un certain nombre d'actions, on voit bien qu'il se démarque de sa famille politique. Et vous savez, dans la tradition africaine, lorsque votre famille a un albinos ou un certain nombre de malédictions, vous traînez également ces malédictions-là. Il n'en reste pas moins que vous pouvez vous distinguer sur un ou deux points qui fait que vous êtes en honneur de sainteté auprès de l'opinion publique. Merci Georges Alain. On accueille deuxième invité, le docteur Mabou Mabou. Docteur, bonjour, bienvenue. Bonjour, je voulais dire bonjour à tous les téléspectateurs qui sont nombreux, je le sais, au Cameroun. Alors le Cameroun a ratifié les accords de partenariat économique, c'est officiel, depuis cette semaine. À quoi s'expose notre pays après cette ratification? D'abord, je crois qu'il faut dire ce que c'est que les accords APE, voilà. Ce sont des accords commerciaux qui essayent de mettre en place et d'établir un libre-échange entre l'Union européenne et les pays ACP, c'est-à-dire certains pays d'Afrique, du Pacifique et des Caraïbes. Il y a au total près de 70 pays qui sont concernés par ces accords. Et il faut aussi reconnaître que ces accords ne naissent pas aujourd'hui, parce qu'on les a ratifiés le 9. Les accords commencent depuis 1963, par ce qu'on appelle la Convention de Yaoundé. Donc ça commence à Yaoundé, avec 18 pays africains, puis Madagascar. Ces accords sont signés à Yaoundé. Il s'agit des accords qui privilégient les préférences commerciales, les préférences tarifaires, entre à l'époque ce qu'on appelle la communauté économique européenne et les pays africains. Ces accords donc visent à doper un peu le développement de l'Afrique. Or, c'était des accords non réciproques. C'est-à-dire que les pays africains pouvaient exporter leurs produits sans droits de douane en Europe, alors qu'en retour, nous devrions prélever les droits de douane sur les produits européens exportés chez nous. Ça montrait donc les limites de ces accords. Après la Convention de Yaoundé, il y a eu les accords de Lomé en 1975, Lomé 1, Lomé 2, Lomé 4. On ne va pas entrer dans les détails, puis les accords de Cotonou dans la même lignée. Il s'agissait donc de mettre en place une réciprocité, n'est-ce pas, par rapport aux exportations qui partent des pays ACP vers l'Union européenne et de l'Union européenne vers les pays ACP. C'est ce que les Européens ont exigé, la réciprocité. Et nous avons donc, à partir de 2007 d'ailleurs, signé. Là, le 9, nous entrons dans la même logique de signature et d'accord avec l'Union européenne. Je voudrais quand même faire remarquer que le Cameroun exporte pour plus de 1300 milliards vers l'Union européenne. Et que si l'Union européenne hypothèque cette situation-là, on aura fort à faire. Voilà ce que je veux dire. Donc c'est une signature qui s'inscrit dans une logique de mondialisation, dans une logique de confortation, si vous voulez, de notre espace économique en relation avec l'espace de l'Union européenne. Je voudrais rappeler comme exemple que le Mexique a signé aussi dans le cadre de ce qu'on appelle l'ALENA, Association de libre-échange nord-américain, un accord avec les États-Unis et avec le Canada. Donc on pensait à l'époque que le Mexique se trompait, c'était un pays du tiers-monde, qui ne pouvait pas résister à la concurrence américaine, mais le Mexique avait mis en place cette stratégie de sous-traitance des produits américains. Et grâce à cela, le Mexique est sorti de l'ornière du sous-développement. Le Mexique fait partie aujourd'hui des pays émergents. Voilà ce que je voulais dire. Merci pour votre première intervention. J'accueille le troisième invité, François Bikoro. Bonjour, bienvenue. Bonjour Boubangomna, surtout bonjour à vos nombreux téléspectateurs. C'est tout un plaisir pour moi que de me retrouver ici aujourd'hui, accompagné de ce que le Cameroun compte, secteur par secteur, de leurs fil fleurs, notamment mes copanélistes. Merci. Depuis le mois dernier, le paiement des indemnités des chefs traditionnels est effectif. Le montant aussi entre 200 et 50 000 francs CFA. Est-il nécessaire, selon vous, pour l'État d'octroyer des émoluments aux autorités traditionnelles? Dans un pays où la frustration sociale, psychologique et psychique a atteint son paroxysme, dès lors qu'on a pris 3,5 milliards de fonds de l'État pour accompagner 23 bambins mal écopés et maltraités psychologiquement pour aller vendre l'image de notre pays au Brésil, qui est le rendez-vous mondial du marketing, qui permet à chaque pays de pouvoir se vendre, et que rentrer là, tout ce qu'on a récolté sur le propre l'humilité à outrance, dans un pays où il y a tout un débat sur le salaire des députés, c'est-à-dire des représentants de la nation, envoyés à l'Assemblée nationale pour traiter des questions de la République, donc des populations. Je crois qu'il est évident que le seul pont qui reste entre les pouvoirs gouvernants, que sont le régime de M. Biya, la République, et le bas pays, qui est 80% de notre population, il leur fallait un trait d'union qui permette, parce qu'on a remarqué que
les programmes d'investissement qui se mettent en place ne sont pas en adéquation avec l'arrière-pays, ce qui sous-entend que certainement la personne qui doit porter ces desiderata, ces aspirations populaires n'était pas dans de bonnes conditions. L'État, nous avons salué cela, a certainement prévu qu'il faille faire un effort pour que le chef traditionnel, parce que ce ne sont pas les autorités traditionnelles... Est-ce que ce ne serait pas de l'aliénation? Non, c'est-à-dire, je voulais vous dire que c'est un trait d'union, eux-mêmes l'appellent auxiliaire de l'administration. Si le sous-préfet de chez moi, le DOF, n'arrive pas à faire une tournée parce qu'il n'a pas une roue de voiture, il n'a pas de voiture en attendant, mais je crois que c'est la même chose, il ne peut pas faire une tournée. Il ne lui reste qu'à tenir compte des rapports des chefs traditionnels qui sont des auxiliaires d'administration. Donc c'est une bonne chose que dans le partage, dans la solidarité agissante dont proclame le régime de Yaoundé, qu'une fois enfin qu'on puisse tenir compte que ceux qui travaillent gratuitement pour le bien-être des populations, ceux-là qui amènent nos populations de base à produire sans route, sans électricité, sans toutes ces choses dont on va discuter tout à l'heure mais qui ne les concernent pas, je crois qu'il y a un réel problème. Donc cette mesure est bienvenue. Par contre, ça nous a paru bizarre quelques jours, quelques semaines, quelques mois auparavant qu'un certain nombre d'apparatchites au fin et au parfum de cette mesure de la République se soient octroyés des postes de responsabilité traditionnels qui, en leur temps, appartenaient à la base. Vous allez constater qu'il y a beaucoup de ministres, beaucoup de directeurs généraux de sociétés et depuis un certain temps des députés et des sénateurs qui sont allés arracher ces petites places au village, qui sont des places qui en réalité appartiennent à ceux qui vivent effectivement au village. La troisième chose qui nous a paru un peu bizarre, vous savez que moi je suis de la région du Sud. En son temps, avant que M. Biya ne soit président de la République, au temps d'Aïdjo, il y avait ce qu'on appelle les chefs de premier degré. Nous connaissons les Moutabins et tous les autres là, qui étaient vraiment des véritables monarques qui savaient ce que ça veut dire. Il y a une déstructuration de la chefferie traditionnelle dans certaines régions de notre pays. Nous avons pensé que le ministère de l'administration territoriale aurait dû d'abord faire comme une restructuration de ce qu'on appelle chefferie traditionnelle pour que lorsque cette manne présidentielle arrive, qu'elle soit en adéquation avec les réalités locales. Cela n'a pas été fait et c'est vraiment dommage. Mais la mesure elle-même, il faut aussi, pour une fois que l'État dit qu'elle veut faire quelque chose et que l'État donne, je crois qu'il n'y a pas de raison qu'on s'en offusque. Surtout pour ces gens qui n'ont pas d'électricité, qui n'ont pas tous les actants de développement qui devraient arriver dans leur village. C'est entendu, si j'étais un chef traditionnel, je vous nommerais porte-parole du chef traditionnel. Je ne veux pas être éloigné de ça. Alors, Rodrigue Tonguet, bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour Bouba, bonjour à tous vos téléspectateurs. Alors, le Messager fête ses 35 ans cette année et puis le 4e, par la même occasion, 4e anniversaire du décès de Pius Ndiaye. Oui, le fondateur, oui, qui est décédé le 12 juillet 2010 aux États-Unis au cours d'un tragique accident de la route. Chacun de nous a encore ces souvenirs-là, mais ça fait 4 ans. Dans son édition du 11 juillet, c'est-à-dire avant le 12 étant samedi, le Messager a consacré sa une à ce triste événement, la commémoration de la mémoire de Pius Ndiaye qui a lancé un des journaux qui compte le plus dans l'espace public en ce moment. C'est dans le recueillement que nous avons célébré, mais nous sommes quand même honorés d'être là encore après lui et de préparer cette année, c'est-à-dire le 17 novembre 2014, les 35 ans du Messager. Vous savez que Pius Ndiaye avait célébré le 17 novembre 2009 les 30 ans du Messager avant de disparaître. Le directeur de publication en poste, Frédéric Bongo, veut que ce soit un grand événement, un événement qui va saluer à la fois la mémoire de Pius, à la fois le parcours du Messager qui a quand même 35 ans. Le plus vieux quotidien de la place a 40 ans et reçoit des financements de l'État. Le Messager qui n'en a jamais reçu parce que le Messager ne demande pas l'aide à la presse célèbre quand même 35 ans. Et on se dit que ce n'est pas la force des bras et de l'intelligence d'un homme que nous sommes toujours là. Peut-être nous avons pris le relais, mais il avait déjà balisé le chemin pour que nous occupions la place que nous occupons aujourd'hui, c'est-à-dire première vente dans la presse privée, la presse imprimée. Et nous avons été honorés cette semaine quand nous célébrions la disparition, parce que nous on la célèbre, la disparition de Pius, qu'une autre icône, Samuel Eto'o-Fils, ait dit sur la place publique que le Messager était le journal le plus important du Cameroun selon lui. C'est un avis qui compte. Un avis à ne pas négliger. À ne pas négliger du tout.
Merci d'être venu. 5e et dernière invité, l'honorable Gaston Komba. Honorable, bonjour, bienvenue. Bonjour à vous et bonjour à tous vos téléspectateurs de l'intérieur comme de l'extérieur du Cameroun. On parle d'électricité avec vous. Est-ce que l'avènement du nouveau directeur général à la tête de la société Actis est-elle une nouvelle pour vous qui peut changer quelque chose pour les usagers dans l'énergie? Ben, vous savez, l'avènement de nouveaux hommes suscite toujours beaucoup d'espoir. Mais je crois que l'essentiel n'est pas dans des hommes nouveaux, mais dans les objectifs que va s'assigner cette nouvelle société. Vous savez, c'est un secteur assez sensible, c'est même un secteur de souveraineté. Et je crois que si on écoutait l'opinion publique, c'est un des secteurs qui rentrerait dans le giron de l'État. Parce que véritablement, c'est un secteur stratégique, mais comme nous avons fait le choix de céder ce secteur en concession, il y a des attentes nombreuses des populations parce que c'est un secteur qui touche l'ensemble des Camerounais, ceux de la ville comme ceux du village. Ce qu'on souhaiterait avoir aujourd'hui, je crois que c'est, et qui fait partie des attentes majeures des Camerounais, c'est qu'on ait plus de visibilité dans l'action que va mener Actis. C'est-à-dire la visibilité sur le plan de modernisation du réseau, parce que ça c'est un véritable problème avec les nombreuses pertes d'énergie. Un plan d'interconnexion. Vous savez, il y a beaucoup d'intervalles entre les réseaux. Si vous prenez, je vous prends un exemple, entre le réseau ouest et le réseau littoral. Vous avez entre Bafan, par exemple, et Nkonjo, qui est à 55 km, une zone de coupure où il n'y a pas l'interconnexion. Du coup, à quelques kilomètres, vous avez tout un arrondissement, 2 arrondissements qui sont interconnectés qui sont alimentés par un groupe électrogène thermique, alors qu'à quelques kilomètres, à quelques encambres, à 20 kilomètres, on a un réseau qui vient du central hydroélectrique. Donc ça aussi, on a besoin de savoir quel est véritablement le plan d'interconnexion d'Actis, c'est-à-dire globalement son plan d'investissement. Et la dernière préoccupation qui est celle des Camerounais, c'est véritablement que le client usager soit roi. Qu'on n'assiste pas à ce à quoi on assiste très souvent, retard dans la réalisation d'un certain nombre de travaux de branchement, foule nombreuse au moment où on paye les factures, alors qu'on aurait bien pu prendre des mesures ad hoc au moment où véritablement on sait qu'il y a bien des clients qui vont payer leurs factures. Donc c'est autant d'attentes et je crois que nous espérons que dans tous les cas que Actis sera mieux qu'Aesonel. Mais n'oublions pas que Actis est un fonds d'investissement. Merci de le rappeler. Très bien, cher monsieur. Merci d'être venu. On va prendre une première pause pour suivre l'actualité traitée par les confrères. C'est avec Debo Harley Andébé. Paul Biya demande à ratifier les accords de partenariat économique. Le projet de loi controversé a été déposé par le gouvernement à l'Assemblée nationale. Un dépôt qui confirme bel et bien, selon le quotidien de l'économie, que le Cameroun va ratifier les APE, tout comme d'autres pays signataires. Pourtant, constate le messager, la ratification de l'accord d'étape par notre pays est un déni de l'émergence à l'horizon 2035. Au gouvernement, ministres et assimilés attendent toujours que le bal des députés en congé soit rendu public, mais à ce jour, rappelle la météo, les chefs de l'État maintiennent le suspense. Le ministre des Finances peut alors profiter de ce temps pour assurer quant à la hausse des prix des produits pétroliers. C'est que selon les Perviers, des mesures d'accompagnement sont en train d'être prises par le gouvernement. Et le journal de Léopold Clovis Nudjo salue au passage le geste des syndicats patriotes et responsables qui ont levé le mot d'ordre de grève. Dans le même temps, l'orphelin appelle l'urgence d'une solidarité nationale pour barrer la voie aux fauteurs de troubles qui veulent déstabiliser le pays à travers la hausse des prix de carburant et de taxis. Mais il faut surtout compter avec le soutien du Parlement qui a clôturé cette semaine la session au Sénat et à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale, justement, le quotidien Le Jour a réalisé une superbe enquête sur l'absentéisme des députés tout au long de la session. L'absentéisme des députés est un réel problème à l'Assemblée nationale du Cameroun. Ils ne sont jamais là tous et la proposition de loi justement sur le règlement intérieur porte sur cet aspect de la discipline. Adoum Garoua l'a vécu à ses dépens là-bas à l'hémicycle le 4 juillet dernier. Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a été rudement secoué sur les contours de la débâcle des Lions indomptables au Brésil. Mutation parle de smash défavorable pour l'ancien volleyeur qui refuse de monter au filet.
malgré le fait que les députés ont demandé sa démission immédiate. Adoum Garoua n'a pas convaincu les députés. Seule l'enquête prescrite par le chef de l'État dira peut-être la vérité au grand jour. Au sujet de cette enquête, justement, le jour fait savoir que de nombreuses révélations sont déjà transmises dans les services du Premier ministre et de la présidence de la République. D'ailleurs, dit le messager, Michel Zoua, Kalkaba Malbou, Michel Kaham ont déféré à une convocation du secrétaire général des services du Premier ministre aux côtés du journaliste Jean-Bruno Tagne. Du même journal, il s'est dit que l'héritage de Pius Sinjaoué fait problème. 4 ans après la mort du père fondateur du quotidien Le Messager, regarde des grands noms de la presse camerounaise. Michel Michaud Moussala, Suzanne Kalalobé, Alexandre Djimeli, Georges Alain Boyou et quelques lecteurs sont en interview dans cette édition spéciale. L'héritage de Bouffe refait également problème malgré le décès de l'ancien directeur général de la SNEC à la veille de son procès. L'accusation refuse de lâcher prise. 850 millions de francs CFA sont en jeu. Atmosphère de suspicion et l'ECAM. La direction générale ne se reconnaît pas dans les actes pris par le Conseil électoral. Pour mutation, il y a péril sur l'installation de ces nouveaux responsables désignés. Intégration pour clôturer, les nouvelles qui viennent des États-Unis où un Camerounais assassine son propre fils de 8 ans avant de tenter de se donner la mort. Selon les informations relayées par la presse new-yorkaise et reprises par le journal Thierry Ndong au pays, Bougé Kekenmoué a avoué son crime à la police, évoquant l'état de dépression causé par le départ 2 jours plus tôt de la mère du petit garçon. Bougé Kekenmoué, rappelle le journal de Thierry Ndong, est allé aux États-Unis en 1997 après ses études supérieures à l'université de Yaoundé 1 où il faisait partie du Parlement du nom de ce groupe d'étudiants à l'origine de la forte grève qui a secoué les universités du Cameroun vers les années 90. Merci Debo Harley. En DB, on ouvre tout de suite le débat avec la première thématique consacrée au salaire des agents publics. On se pose la question de savoir que vaut l'augmentation de 5%. Alors je commence par vous, Dr Mabou Mabou. Je précise que vous êtes conseiller technique numéro 2 au ministère de la Communication. Le décret est donc tombé cette semaine. Les salaires des fonctionnaires sont revus à la hausse à hauteur de 5%. Tout à fait. Quel impact cette mesure peut avoir après l'augmentation des prix de carburant et du gaz domestique selon vous? Je crois qu'il faut dire les choses comme elles sont. C'est une augmentation qui vise à colmater quelques petites brèches dans le salaire des fonctionnaires de la République. Il est évident que l'État demande davantage aux fonctionnaires, à l'ensemble des Camerounais, de serrer un peu plus la ceinture, d'être, j'allais dire, presque tolérant à l'égard d'un ensemble de choses. Vous savez, il y a eu la hausse des prix du carburant et les gens s'en sont un peu offusqués. Mais je voulais quand même expliquer pour dire que le Cameroun aujourd'hui, l'objet des assauts divers. Il y a 1 an, il y avait une conférence sur la sécurité et la sûreté maritime dans le golfe de Guinée. Nos côtes sont attaquées par des pirates qui viennent de partout. Il faut là un service de sécurité qui puisse maintenir la sécurité des Camerounais dans cette zone-là et à travers la zone dans l'ensemble du pays. Vous savez, c'est la voie maritime par excellence où on achemine les produits d'importation dans notre pays ou d'exportation. Donc il faut sécuriser la zone. Ça demande également beaucoup d'argent. Il faut acheter des armes nautiques, des bateaux de guerre, etc. pour sécuriser. On a besoin d'argent. Sur la frontière Est, nous sommes attaqués par les infiltrations, soit des Balaka ou des Antilles, comme on les appelle encore, Séléka, etc. Il faut également sécuriser le pays de ce côté-là. Dans la partie nord, il y a des infiltrations de Boko Haram, on ne sait plus. Donc le pays est comme, pas menacé, mais quand même, il y a des choses à faire. Et l'État a besoin des moyens pour le faire. Je crois que l'État essaye de dire aux Camerounais, serrons la ceinture, préservons notre pays, préservons la paix qui nous est chère. Et voilà les raisons fondamentales qui ont fait que l'État ne hausse pas le carburant, comme on veut le faire croire, mais diminue ses subventions. L'État continue en matière de super de subventionner à 175 francs le litre, 170 francs pour le gazole, 355 francs, je crois, pour le pétrole lampant, etc., etc. Donc on a seulement baissé la subvention, mais l'État continue de soutenir, n'est-ce pas, le prix aux hydrocarbures. Donc l'augmentation n'est pas extrêmement signifiante, mais je crois que c'est un clin d'œil aux Camerounais pour leur dire
L'État veut bien faire, l'État veut plus faire, mais l'État n'en a pas les moyens, sinon on n'aurait pas augmenté les hydrocarbures. Je crois que c'est un message que nous devons comprendre. Alors, comment comprendre justement cette augmentation, François Bikoro, de 5%, quand on sait que sur les marchés, la vie devient de plus en plus chère et finalement, c'est le pauvre consommateur qui devra subir? Ce qui est évident, c'est que si on reste dans le sillage de l'augmentation, aucun être humain ne peut refuser que dans son salaire, dans la rémunération, qu'on lui ajoute quelque chose. Je crois que la problématique, c'est dans l'adéquation avec la réalité sur le terrain. Et cette réalité a un double volet. Le premier volet, c'est qu'en son temps, et c'est là qu'on va faire ici allusion à la communication sur les activités du gouvernement de la République. Parce que quand on communique bien, il y a un certain nombre de questions auxquelles on ne se pose plus. En son temps, je crois que c'était dans les années 1994, l'État avait expliqué que la République était dos au mur, il fallait que tout le monde mette la main à la pâte. Et vous comprendrez pourquoi chaque fois c'est aux agents publics qu'on augmente. En fait, c'est un retour d'un certain nombre de privations qu'on leur a imposées en son temps. Donc, en son temps, ils avaient des salaires normaux, comme toute la République, et puis on leur a dit, il faudrait que vous resserriez la ceinture pour aider la République, qui est votre principal employeur, à faire face à un certain nombre de choses. Donc, ils peuvent se poser la question de savoir, je crois 20 ans après ou 25 ans après, tiens, on parle encore des APE, pourquoi est-ce que l'État, qui affiche certainement une bonhomie, n'a pas cru devoir, ne serait-ce que remettre les salaires au niveau où on les avait en son temps grevés dans la poche de l'agent public. Donc si cette question-là est évacuée, parce que l'État, certainement, comme l'a dit le docteur Mabou, n'a pas encore tous les moyens nécessaires pour le faire, même si un certain nombre d'images nous donnent l'impression que l'État a beaucoup d'argent, et même en surliquidité au point de faire des dépenses qui ne servent à rien, comme celles que j'ai évoquées tout à l'heure en ce qui concerne le football. Donc si on se met dans cette logique-là, on peut se dire qu'on n'est pas satisfait quand on parle de 5%. Parce qu'on leur a coupé 50 à 55% en son temps, rembourser 5% 25 ans après, alors que ceux-mêmes qui avaient fait l'objet de cela sont déjà partis, on peut se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais on peut aussi se dire que l'État ne peut faire que ce qu'il peut faire. C'est-à-dire en fonction des agents publics sont sous l'escarcelle financière de l'État. Donc ils ne peuvent faire qu'à partir de ce moment. Maintenant on s'attend à ce qu'une fois qu'il aura fait, parce que dans notre pays, et c'est un pays bizarre, quand on parle des APE, on dit toujours que c'est la fonction publique qui est la mamelle nourricière de l'ensemble des 15 ou 20 millions de Camerounais que nous sommes. C'est souvent un peu bizarre, peut-être que le docteur Mabou nous en expliquera tout à l'heure. Ça peut expliquer, mais on peut aussi se dire que si l'État entoure les 5% qu'il a donné à ce qu'il peut donner à ses employés, et il entoure avec un certain nombre d'autres appuis dans les autres secteurs, dès lors que nous ne sommes pas en base, la fonction publique n'est pas en base clos, s'il entoure d'un certain nombre d'autres appuis, ça peut faire en sorte que les 5% ne soient pas nécessairement déficitaires pour le panel aménagé de l'agent public. Alors, Rodrigue Tonguet, est-ce que la flambée des prix qui se précise, cette augmentation de 5% pour l'État ne serait pas un coup d'épée dans l'eau? Oui, si on peut simplement procéder au rapport. Il y a eu une hausse des prix des hydrocarbures de 14%. Il y a une hausse des prix des tarifs du taxi de plus de 15%. Et il y a une augmentation des salaires de base, parce que c'est du salaire de base qu'on parle. Ce n'est pas le net à payer au guichet de banque. Tout à fait. Il y a une augmentation du salaire de base de 5%. Donc, en faisant simplement cette arithmétique, on comprend qu'il y a disproportion entre les hausses des produits de masse. Parce que je sais que le ministre Barga et moi, on ne s'entend pas sur la notion de consommation de masse. Pour lui, c'est les tomates et le jansan. Mais la hausse du carburant est au centre de nos dépenses. Donc, il y a disproportion entre les deux. Naturellement, je vais peut-être reprendre M. Bikoko qui disait que c'est une injure qu'on a fait aux fonctionnaires que d'augmenter 5% du salaire de base. Parce qu'en réalité, le fonctionnaire moyen peut gagner environ 150 000 au Cameroun. Je parle du type qui est sorti de l'ENAM, catégorie A1, un indice moyen. Il est dans les 150 000, 160 000. Voilà. Le salaire de base dans les 150 000, c'est autour de 100 000. Si on vous ajoute 5% de 100 000, vous êtes à 5 000. Et puis, il faut prélever encore l'IR et consorts. Vous vous retrouvez à 3 000, 3 500. Donc, en réalité, comme Jean-Marc Bikoko dit, le président de la République
a offert une bière aux fonctionnaires. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous devez payer le taxi pour aller à votre poste de travail chaque matin. 50 francs de plus à l'aller comme au retour. Vous laissez quelque chose à votre épouse et quelque chose à vos enfants. Une famille moyenne en a 2 ou 3. Il faut ajouter 100 francs à chaque enfant. Et c'est dans les 3 000 francs ou les 3 500. Mais devant cette situation, on se demande comment les fonctionnaires vont faire. Certainement qu'ils vont continuer à racketter les usagers. Certainement qu'ils vont plonger dans les caisses d'avance. Certainement qu'ils vont créer toutes sortes de combines parce que l'OCONAC s'étant inscrit en nous, c'est-à-dire l'instinct de survie. On doit survivre, même si l'État qui a le rôle de nous donner, qui a pour mission principale de donner les moyens pour survivre, n'arrive pas ou ne veut pas, parce que si on pousse la réflexion, on voit bien que si on diminue un peu le train de vie des ministres et des conseillers techniques, des secrétaires généraux, s'ils passent de 4 véhicules à 2, s'ils passent de 4 millions de frais de carburant par trimestre, un ministre à 500 000 ou à 1 million, on voit bien qu'il y a des poches de ressources pour pouvoir augmenter les salaires des fonctionnaires, même si on ne va pas revenir au salaire de 94, qu'on donne quelque chose qui soit substantiel pour qu'ils... Alors, Georges Alain, à la suite de Rodrigue Tonguet, est-ce que, par exemple, en relevant les salaires de fonctionnaires, un taux, on va le dire, jugé plus ou moins dérisoire, est-ce que le gouvernement ne va pas multiplier les poches de corruption dans la fonction publique? C'est clair que les poches de corruption vont se multiplier parce que il y a ce qu'on appelle l'instinct de suivi, et Rodrigue Tonguet a bien fait de le relever tout à l'heure, c'est-à-dire lorsque, par exemple, on recrute, je vais prendre le cas de 25 000 pour prendre un exemple très simple, lorsqu'on donne à un licencié, quelqu'un qui a le niveau licence, on lui donne 85 000 par mois, vous imaginez ces charges au taxi qui augmentent, le loyer à payer, les vivres qui augmentent sur le marché. Vous pensez qu'il va prendre le surplus pour satisfaire son bailleur, pour satisfaire sa ménagère, pour satisfaire ses enfants? Je pense que on n'a pas besoin d'être passé par Ava ou je sais pas, ou quelle grande école de la Sorbonne pour constater que bon, vraiment, d'une manière ou d'une autre, il y a des couloirs de corruption qui vont davantage prospérer. Moi, personnellement, je ne suis pas contre le principe de l'augmentation, que ce soit du carburant ou du taxi. Simplement, il faut que ces augmentations-là soient adossées sur des raisons rationnelles. Or, pour le cas d'espèce, je n'ai pas l'impression que le gouvernement s'adosse sur ces raisons rationnelles-là pour procéder à ces augmentations. L'autre chose qui me chagrine personnellement, c'est la manière que moi j'ai jugée cavalière et pratiquement unilatérale. Il y a eu quelques syndicats qui ont été mis à contribution, j'allais dire des syndicats d'opérette, qui ont été mis à contribution pour légitimer le passage en force du gouvernement. Je vais vous prendre simplement des dates pour voir que le gouvernement a décidé de rester dans le manque d'anticipation et l'imprévision. Le salaire des fonctionnaires est augmenté le 7 juillet. Et les fonctionnaires ne sont pas encore passés à la caisse sous le régime de cette augmentation-là. Or, le gouvernement a déjà décidé d'augmenter le prix du taxi qui a pris effet immédiatement. Le gouvernement a déjà décidé d'augmenter le prix du carburant qui a pris effet immédiatement. Alors, un gouvernement à peu près sérieux ne s'en mêle pas les pieds, ne se prend pas les pieds dans le tapis de cette façon. Moi, je vais vous dire, puisque nos amis du RDP ont l'habitude de convoquer des exemples de l'extérieur, je vais vous prendre le cas de l'Égypte, qui, en ce moment, a supprimé le soutien au carburant, c'est-à-dire que la subvention au carburant. Là-bas, ce ne sont pas quelques ministres ou alors quelques artificiers sur des plateaux qui sont venus défendre la pensée, la philosophie du gouvernement par rapport à l'augmentation des prix. Le président de la République lui-même, nouvellement élu, est monté au créneau, a tranquillisé les Camerounais pour leur dire, parce qu'effectivement, c'est un régime militaire en plus. En Égypte, c'est un régime militaire. Nous sommes dans un régime, on dit, démocratie apaisée, démocratie avancée même. Alors, le président lui-même devait monter au créneau, s'adresser à ses compatriotes et non laisser quelques seconds couteaux venir s'en mêler les pédales. Moi, je dis, lorsqu'on ajoute à ces augmentations-là les APE qui arrivent, je crois que l'heure est tellement grave qu'il aurait fallu que le président monte au créneau pour expliquer un certain nombre de choses aux Camerounais qui ne savent plus à quel sens c'est véritablement par rapport à toutes ces augmentations qui, forcément, vont davantage dégrader leur pouvoir d'achat. Alors, l'honorable Gaston Komba, revenons un tout petit peu sur la façon dont l'augmentation a été faite. Tout à l'heure, elle était déplorée par Georges Alain Bouillemont. Est-ce que vous pensez que l'État avait le choix?
Il faut déjà dire que c'est véritablement une mesure courageuse d'avoir pu faire cette augmentation à 5% parce que la masse salariale, salaire et pension de l'État aujourd'hui atteint déjà le seuil critique au niveau des standards internationaux. Cela va nécessiter de la part de l'État véritablement un effort soutenu en termes de recouvrement et d'élargissement de l'assiette fiscale au niveau des performances. Ça, il faut déjà le dire, parce que déjà dans le cadre du budget 2014, le gouvernement lui-même soulignait cet aspect-là du seuil critique supportable et lié aux standards internationaux en ce qui concerne la masse salariale. Bon, déjà, après avoir salué cet effort, cette décision courageuse du gouvernement, il faut se dire deux choses. L'un des principes fondamentaux de la politique du chef de l'État, c'est le devoir de solidarité nationale, qui est le troisième principe du développement communautaire. Cela devrait donc impliquer que chaque pan de la société puisse faire des efforts en termes de restrictions, en termes de contraction de la dépense, notamment des dépenses de fonctionnement de l'État. Il a donné quelques exemples tout à l'heure. Mais ça ne devrait pas se limiter à ce qu'on appelle forcément le gouvernement. Il ne faut pas se focaliser au niveau des ministres. Dans tous les strafes de notre administration, des efforts devaient être faits. Les efforts devraient être faits pour véritablement réduire le train de l'État. Mais il faut aussi se poser la question de savoir pourquoi la vie coûte cher dans notre pays. Je posais la question à un économiste hier, pas plus tard, qui disait, j'étais au Burundi il y a un mois. Et puis je me suis rendu compte que c'est un pays enclavé déjà. Pour pouvoir accéder au Burundi, vous traversez deux pays. Je me suis rendu compte que la canette de bière ou de coca, elle coûte beaucoup moins cher, importée, qui n'est pas produite sur place. Elle coûte beaucoup moins cher au Burundi qu'au Cameroun. Alors je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe. On a l'impression que le renchissement de la vie dans notre pays aussi est assez artificiel. Mais la vie coûte cher aussi parce que nous n'investissons pas suffisamment dans des secteurs productifs qui concernent le quotidien des Camerounais pour baisser le coût de la vie. On parle toujours de notre autosuffisance alimentaire, de sécurité alimentaire, qui est une réalité, mais on oublie que de plus en plus de pays autour du Cameroun viennent prélever la production alimentaire du Cameroun, ce qui a comme conséquence d'augmenter les prix sur le marché. On devrait tenir compte dans notre politique agricole de cet état de fait. Et ça va être encore plus difficile dans les années à venir, avec le chemin de fer qui va aller jusqu'au Tchad, où l'exportation des produits agricoles va, avec la route qui est en train d'être faite vers le Nigeria, avec celle qui passe par Djoum qui va vers le Congo, et qui parle Congo, parle de la RDC, c'est-à-dire Kinshasa et Brazzaville, c'est 10 minutes de traversée. Ça fait un marché à peu près de 300 millions de personnes qui viennent prélever la production alimentaire dans notre pays. Et le chef de l'État, il y a quelques années, au commissariat pastoral, déplorait le fait que nous importons pour 500 milliards de produits alimentaires. Alors, il y a une nécessité d'avoir une réelle volonté politique pour investir dans les secteurs qui concernent le quotidien des Camerounais, à savoir la production agricole, entre autres. En attendant d'investir dans cette production agricole, par exemple, l'État a cédé et a octroyé l'augmentation du prix du taxi, par exemple, cette semaine. Est-ce que le gouvernement a atténué, selon vous, les attentes des transporteurs et des usagers? Je crois que les attentes se portaient davantage au niveau des contrôles sur les routes. J'ai eu la chance de participer à une réunion au ministère du Transport où il y avait à la fois le délégué à la Sécurité nationale, il y avait le secrétaire de la, comment on l'appelle encore, le CED, le secrétaire d'État à la Défense. Et le problème des transporteurs était celui des contrôles intempestifs des forces de l'ordre sur nos routes. Rien que ça, il n'y avait pas autre chose. Davantage. Un faisait, si vous me permettez, d'aller jusqu'au bout. Un faisait remarquer d'ailleurs que de Douala à Kousseri, il y avait plus de 100 contrôles. Ce qui est énorme. Et à chaque contrôle, il y avait des prélèvements. Que de Douala à Bafoussam, il y en avait une trentaine. Que de Bafoussam à Yaoundé, il y avait une quinzaine. Et qu'à chaque fois, il y a des prélèvements. Donc, le problème des transporteurs était d'ailleurs moins celui de la hausse du carburant, parce qu'ils comprenaient le bien fondé économique que des prélèvements opérés sur les routes par des agents de force de l'ordre. Et
le secrétaire d'État à la Défense, de même que le délégué général à la Sûreté nationale, ils ont donné leur accord de principe sur le fait qu'ils feront tout pour que ces contrôles ne soient pas des contrôles destinés au prélèvement des fonds. Et le délégué général à la Sûreté nationale a d'ailleurs montré l'exemple de Yaoundé, où il n'y a plus véritablement de contrôle. Mais en même temps, il faudrait que les transporteurs fassent ce qu'ils doivent faire, payent toutes les taxes, tous les papiers qu'ils doivent payer, pour que finalement les contrôles disparaissent. Si tel n'était pas le cas, il y aura de temps en temps de contrôles, et puis il peut y avoir des brebis galeuses qui, ici et là, que chacun joue sa partition. Absolument. Donc, je crois que les transporteurs comprennent très bien le bien fondé de la hausse du prix du carburant, qui n'est pas en fait le fait de l'État camerounais, parce que l'État essaye de subventionner encore, mais il y a l'imposition des prix du marché mondial qui nous oblige à regarder par deux fois avant de décider. Donc, c'est hausse simple, normale, par rapport au coût du pétrole sur le marché mondial. Et les transporteurs ont très bien compris. Mais je crois que les forces de l'ordre doivent jouer parfaitement leur partition et ne pas rançonner davantage les transporteurs sur les routes. C'est ça la question fondamentale. Mais je voudrais dire un mot sur ce que viennent de me dire M. Tongué et M. Bouyomou au sujet. Non, simplement, je fais une remarque. Il a parlé de l'Égypte. Il y a eu effectivement cette... avec toutes les implications en termes d'inflation. Hein. Absolument. Il a parlé du président Al-Sisi, qui est venu lui-même à la télévision défendre son projet, mais chaque pays a ses logiques, chaque pays a ses modes de communication. Le Cameroun n'est pas l'Égypte. Vous convoquez les armes de l'extérieur comme non, ça vous arrive. Permettez, le Cameroun n'est pas l'Égypte, l'Égypte n'est pas le Cameroun. Je ne suis pas convaincu que le gouvernement égyptien communique plus que le gouvernement camerounais. À chaque fois qu'il y a un problème, vous avez le porte-parole du gouvernement camerounais. Donc il parle au nom du gouvernement. Donc il est désigné d'ailleurs par le chef de l'État. Il vient expliquer les tenants et les aboutissants de ce qui se passe dans notre société. Et c'est devant les journalistes qui, par ailleurs, peuvent poser des questions. Et par rapport aux questions, les populations sont davantage informées sur l'action gouvernementale. Donc, le gouvernement camerounais, me semble-t-il, communique, dit ce qu'il y a lieu de faire, ce qu'il y a lieu de dire. Voilà ce qu'il voulait ajouter. Donc, il me semble que les hausses sont rationnelles. Et par rapport à Rodrigue? Oui, je crois que... Non, Rodrigue a ajouté que... Non, ce que disait Rodrigue, il dit, il y a le train de vie des ministres, le train de vie des conseillers techniques. Moi, je suis conseiller technique. Je peux vous dire que je n'ai pas un train de vie outrancier. Non, c'est un cas... Non, c'est un cas... Non, attendez, c'est un cas... un pratique que je vis. C'est donc un exemple concret. Et je peux dire que mon train de vie, vu ce que je gagne, c'est un train de vie normal, simple, pour un homme issu d'une société, j'allais dire, roturière comme moi. Donc je n'ai pas grand-chose. Je suis comme la plupart des Camerounais. Je suis que je suis moins que le responsable de mutation que M. Boyomou, qui est M. Boyomou là devant moi. Ce qui aurait été intéressant qu'on ajoute dans ce qui concerne le secteur pétrolier, c'est véritablement dans le cadre de cette solidarité, dans le cas du fait que le gouvernement, parce qu'on a baissé les subventions, mais on n'a pas totalement éliminé les subventions. C'est qu'on introduise beaucoup plus de gouvernance dans la distribution et la commercialisation des produits pétroliers. Ça, c'est un élément important, parce que vous aviez un certain nombre de marketeurs qui allaient à la Sonara, qui prenaient du carburant à destination des pays voisins et qui le revendaient sur le territoire national. Ça faisait pour l'État d'abord une perte en termes de support de la subvention, mais en même temps au niveau de la fiscalité. Oui, Gaston Comba parle de transparence du gouvernement, mais lui reste dans le secteur de la distribution, c'est-à-dire du carburant à la pompe. Il faut remonter la filière, parce que j'ai écouté la communication du ministre de la Communication le lendemain de l'annonce de l'augmentation de la hausse des prix des carburants, qui signalait qu'il fallait sauver le soldat Sonara, que l'entreprise a besoin d'être redimensionnée, il fallait étendre l'usine pour pouvoir produire le carburant de concert à la pompe. Parce que la SNH, le produit que la SNH produit, permettez-le-moi, n'était pas est très lourd pour les engins de la Sonara. Tout à fait. Mais
C'est ça, et c'est ça. Mais où va donc les revenus tirés de la vente de notre brut sur le marché? Personne d'entre nous ici, même le conseiller technique... C'est dans le budget. Non, s'il vous plaît. Même le conseiller technique numéro 1. Numéro 2. Numéro 2 du ministre de la Communication ne peut pas nous dire qu'il y a la traçabilité, quand il y a reddition des comptes sur la gestion des retombées du brut. On a budgétisé une partie. Nous le savons tous. Sinon, le Cameroun n'aurait pas été admis à... Oui, non. Oui, mais nous savons tous... C'est parce qu'il y a une traçabilité que... Non, il y a une partie... Pas tout ça. Non, il y a une partie qui est budgétisée, mais nous savons que dans ce pays, parce il que existe tous les encore revenus de la les SNA caisses ne peuvent noires pas entrer alimentaires, les retombées... Tous les revenus de la Peut-être SNA juste ne un peuvent mot, pas Georges, entrer. Ça, c'est la juste première un mot, chose Georges, pour et la puis... transparence. La deuxième chose, le ministre des Finances nous a annoncé que la hausse des salaires, la baisse de l'impôt libératoire allait coûter à l'État 30 milliards. J'ai mon cher aîné Soulé Onoyolo qui fait mieux le calcul que moi. Mais si on prenait le salaire de base de tous les fonctionnaires à 100 000 francs, l'augmentation sur 6 mois ferait moins de 8 milliards. Si on procède au calcul sur l'impôt libératoire, on a moins de 15 milliards. On ne sait pas où le ministre des Finances est allé trouver le chiffre de 30 milliards. Voilà qu'on n'a même pas encore consommé le budget. Il y a déjà de l'escroquerie sur les annonces. Alors, on nous dit que l'État va trinquer pour 30 milliards, alors qu'on va trinquer un peu moins. C'est propre calcul nous amenait déjà à presque 30 milliards. Non, j'ai dit moins. Juste un mot, Georges, très rapidement, on va avancer. Sur la subvention, je pense que Gaston Kombaki, qui s'y connaît mieux que moi, c'est que la mesure qui a été prise par rapport à la réduction de cette subvention est en fait une mesure provisoire, parce que à la longue, il faudra supprimer cette subvention-là. En fait, c'est un peu comme l'essuie-glace qui donne un peu de visibilité, mais n'arrête pas la pluie. Ailleurs, on a compris que cette subvention-là était à la limite inopportune, et qu'il fallait la supprimer. Donc, à la longue, encore avec les effets conjugués des APE, il semble évident, d'après les experts du secteur, que cette subvention sera supprimée avec toutes les conséquences que cela va arriver. Ça y est, par exemple, la CSPH, qui s'occupe de la stabilisation. La péréquation. Ce qui fait la péréquation. Devra peut-être finalement se redevenir une direction du ministère du Commerce. Donc il y a tout cela. Il faut que le gouvernement explique cela aux Camerounais. On a l'impression que le gouvernement nous infantilise. Depuis 6 ans, le FMI dit clairement que cette subvention est inopportune. Il y a quelques sécurocrates qui ont brandi la thèse du complot, par rapport coup d'État scientifique. Voilà, non, il faut dire... Moi, je crois qu'il faut expliquer cela aux Camerounais. Les Camerounais ne sont pas des bambins. Le Cameroun On a dit qu'il faut serrer la choix. ceinture depuis 94 pratiquement. Nous serrons la ceinture. Vous ne voulez pas quand même qu'on s'échange. D'accord. Les Camerounais, le gouvernement, si je peux réagir, juste un mot, c'est que le gouvernement a fait un choix d'une réaction par palier. Attendons la circulaire du président de la République qui va donner les orientations dans le cadre de la préparation du prochain budget. Peut-être que le choix qui a été fait, c'est de supprimer en partie déjà la subvention, de mettre dans le pipe un certain nombre de mesures d'accompagnement en termes d'investissement qui permettront véritablement de rendre le coût de vie plus acceptable avant de procéder à une autre augmentation. C'est un choix. Non, et je je crois peux également dire, Gaston, on a vu le choix du Nigeria qui avait au départ dit on va faire une suppression brutale et très rapidement ils ont... Non, le Nigeria, c'est Ça a été brutal. François Bikoro. Une augmentation de 70%. Tout à fait, d'accord. François Bikoro, s'il vous plaît, permettez à François Bikoro de répondre à cette question. Rodrigue Tonguin parlait tout à l'heure du train de vie des ministres, des secrétaires généraux, des directeurs généraux et même directeurs d'administration. Est-ce qu'il n'est pas, par exemple, temps de réduire le train de vie de l'État pour réaliser des économies et soulager le peuple? Moi, je crois que le véritable problème, c'est que pour comprendre ce qui se passe, il faut comprendre la situation et les personnages. La situation est celle qu'a décrit tout à l'heure le conseil technique numéro 2 du ministère de la Communication. Et ça, c'est le drame du Cameroun. C'est qu'on réagit, on n'agit pas, on ne prévoit pas. C'est ça le drame du Cameroun. Parce qu'on n'a pas dit aux Camerounais comment est-ce qu'on a fait pour que la guerre psychologique qu'on a eue avec le Nigeria pendant 17 ans Absolument. puisse nous permettre d'être sur ce plateau aujourd'hui pour parler et faire comme on est en train de le faire là. C'est clair. Personne ne dit que les hagiographes de M. Biya, qui l'ont amené à aller déclarer la guerre à quelque chose qui n'existe pas, on n'a pas beaucoup à dire.
C'est-à-dire que tous les gars du Grand Nord qu'on rencontre peuvent être des Boko Haram. On ne peut pas. Attention. Pas S'il vous plaît. forcément. S'il vous plaît. Pas forcément. S'il vous plaît. Il faut nuancer. Hein. S'il vous plaît. Je vous dis encore qu'un chef d'État qui déclare la guerre à quelque chose qui n'existe pas court le risque de rencontrer tout enfant, cousin, tante et croire que c'est la personne qui déclare la guerre. Ça veut dire qu'il y a un surcroît de moyens que l'on met en pratique. Au moment où on vous parle, les gars qui sont allés à l'armée sont au front. Ils sont là. Pourquoi ne pas le dire au Cameroun? Je termine. C'est pour ça que je venais de dire tout à l'heure qu'il y a un problème de communication. Il y a un problème de réaction et non d'action. On ne prévoit pas ce qui va arriver. Deuxième chose, quelqu'un a dit tout à l'heure, la manière. C'est-à-dire qu'à un moment, quand on croyait, parce que nous sommes une république de football, je reviens toujours sur ça, quand on croyait qu'on va amener des lauriers, un soir de match, un illuminé a dit au président de la République, tentez d'augmenter les prix du carburant. Ce qui est normal, si on parle de Cameroun, qu'on est sous ajustement depuis des années, on a fait ceci, on a fait cela, on se surendette parce que l'argent dont on dit qu'on retire de la subvention, ça ne rentre pas dans les ménages. On ne dit pas aux gens que la subvention elle-même est ce que nous réclamons à l'État du Cameroun depuis. C'est-à-dire c'est du domaine de la souveraineté politique. Tout État qui veut garder une certaine souveraineté doit de temps en temps subventionner, mais c'est conjoncturel. Nous, on en a gardé pendant 8 ou 9 ans, je crois. Et nous avons des conseillers techniques qui doivent dire à ceux qui prennent la décision qu'effectivement, attention, il vaut mieux réparer cette histoire maintenant que d'attendre que la blessure devienne une plaie. Ça, c'était pour répondre à Rodrigue qui disait l'argent du pétrole va où? Je lui dis, il est possible que nos bambins qui défendent la souveraineté territoriale de notre pays, il y a des choses dont on ne peut pas venir dire ici qu'on a acheté 150 000 chars. Les gens qui font ce genre de choses ont un peuple qui n'est pas le peuple camerounais, ce peuple qui ne paye pas les impôts, ce peuple qui a des mois qui allait voter les APE, sachant très bien que depuis 3 ans aujourd'hui, Madame le directeur de douane dit que c'est avec l'argent de douane qu'on paie les salaires. Il y a tellement de choses que si on expliquait à temps réel aux Camerounais que là où nous sommes là, avec un pays qui engage 4 grands travaux au même moment, je crois que nous sommes encore le seul au monde qui l'a fait, ça demande un effort supplémentaire. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qui font que le fonctionnaire croit que c'est parce que le taximan, qui lui réagit à temps réel lorsqu'il est frustré, a dit je vais arrêter, étant le moteur, parce que les transports c'est le moteur de l'économie, on croit toujours que c'est pour cela que l'État pense à augmenter les salaires, surtout quand nous sommes dans un État où, au temps de M. Aïdjo, chaque 31 décembre, c'est mon grand-père qui me l'a rappelé encore l'autre jour, chaque 31 décembre, lors du discours à la nation, au lieu de faire seulement l'apologie des contrats qu'on a fait, on disait Camerounais, Camerounaises, je vous annonce que les salaires ont été revalorisés de 2%. Dans cet environnement, même si on monte, même si on rajuste, on ajuste, on ne va pas dire que c'est collé nécessairement. Mais on est obligé de le faire parce qu'on a été laxiste, parce qu'on n'a pas donné la bonne information à temps aux citoyens. Maintenant qu'ils ont donc choisi de le faire, je crois qu'il vaut mieux les écouter. Alors, docteur Mabou, peut-être vous allez réagir à la suite de ce qu'a dit François Bigro, mais je vous pose cette question concernant les travailleurs du secteur privé, par exemple, qui se plaignent de n'avoir pas été concernés par cette mesure de 5%. Est-ce que c'est une revendication légitime selon vous? Oui, peut-être je vais y venir, mais je voudrais quand même préciser que la guerre contre Boko Haram, c'est une guerre justifiée, on nous l'a imposée, c'est à notre corps défendant que nous la faisons. On ne peut pas dire que Boko Haram n'existe pas. On connaît comment fonctionne. Je dis une nébuleuse. Oui, c'est une nébuleuse. On en Ça connaît demande d'autres. Abou Saïf en Asie du Sud-Est, Boko Haram là au Nigeria, ceux qui sont en Somalie, comme on les appelle encore, et qui attaquent le Kenya quotidiennement. Non, pas. Il y a un autre groupe, les Shebab, voilà, en Somalie, qui attaquent quotidiennement le Nigeria, le Kenya. Donc nous ne pouvions pas rester les bras croisés en se disant non, je crois qu'il y a une guerre, il faut la faire jusqu'au bout. Mais le drame, c'est qu'on a un handicap. On ne peut pas localiser ces hommes-là, on ne peut pas les poursuivre au-delà de la frontière du Nigeria, etc., ce qui handicape les forces camerounaises. Mais il faut la faire. Et cette guerre a besoin d'argent. C'est évident, a besoin de moyens. S'il vous plaît, nous avons 3 000 jeunes soldats camerounais qui ont été envoyés dans cette partie. Et il faut les faire vivre, etc. Donc, on a besoin de moyens. Alors, par rapport aux gens, aux personnels du secteur privé qui souhaitent avoir de l'argent, il faut quand même reconnaître qu'en 1994, quand on diminue de 60% des salaires des Camerounais, on touche rarement au secteur privé et parapublic. Je crois qu'il faut un peu de la décence. Si on compare les deux types de... C'est même pas comparable. On pourrait aussi, l'État pourrait
toucher davantage, faire toucher les salaires des secteurs publics ou parapublics pour augmenter ceux du public. Ça, c'est possible. Donc, il faut raison garder. Oui, peut-être pas. Ce n'est pas vrai. Oui. Moi, je travaille Non, dans le secteur privé. simplement, En matière oui. de fiscalité, vous ne savez pas ce que les Oui, entreprises mais- privées gèrent. oui, mais vous ne c'est- pouvez pas venir dire comme Oui, ça que non, il faut simplement, le salaire. Non. simplement, vous Il prenez... faut réduire la fiscalité véritablement, pas sur des mesurettes comme l'impôt libératoire et autres. Il faut véritablement jouer sur la fiscalité, par exemple, des entreprises de presse. Non, c'est que- L'un de nos gros problèmes, c'est la fiscalité, qui est à la limite handicapante. Non, ne Mais- parlons, mais- s'il vous plaît, mais- j'avais la parole, quand même, j'avais la parole. Je crois que monsieur... Vous allez laisser J'avais la Dr parole, Mabou. monsieur Bouymoun. Voilà, d'accord, allez-y, je vous la redonne. Je vous la redonne. Je vous Oui, la redonne. Je vous la on redonne. sait que l'entreprise de presse Et nous ne parlons paye un pas autre. grand-chose au Cameroun. On sait comment ça fonctionne. Ça Les devrait licences pas. ne sont pas payées. Il y a d'ailleurs une expression pour caractériser cela. Tolérance Tolérance administrative. administrative. Donc vous ne payez pas grand-chose. Peut-être qu'on devait d'ailleurs exiger que vous payiez. Comme vous bavardez beaucoup, je crois que vous devez payer. Là, c'est le conseil technique qui va conseiller au ministre. Alors, Rodrigue Tonguet, on poursuit un peu dans les mesures que l'État a eu à prendre par rapport à ces augmentations. On parle par exemple des ventes promotionnelles organisées par le ministère du Commerce. Est-ce que ces ventes constituent un palliatif face à l'inflation selon vous? Peut-être palliatif, mais est-ce qu'un pays qui a une boussole pour atteindre un projet, disons, on parle de quoi? 2035. Émergence. Fonctionne avec les palliatifs. On met sur pied des projets structurants, justement. On ne dit pas on va aller au Carrefour, Texaco, Omnisport, faire la vente en gros, réduire 5 francs ou 10 francs ou 15 francs sur le prix de la tomate à l'unité. On va aller au marché Nkouloulou, vendre du sel moins cher. Non, on relance simplement la consommation et on met sur pied, on prend des mesures qu'il faut pour relancer la consommation. Et quand je parle de DSE, ça me rappelle que cette année, nos chers ministres se sont réunis à l'immeuble Étoile en avril. Ils ont adopté un plan d'urgence que le président de la République devait valider. Mais le plan d'urgence reposait sur la croissance, sur le taux de croissance. Ils espéraient 6% avant la fin d'année. Alors que depuis qu'on atteint le point d'achèvement, PPT, j'ai pas le sentiment qu'on a dépassé 4,5, ou en tout cas pas 5. Le DSE lui-même prévoit qu'on atteigne 5,5 avant 2015 pour pouvoir atteindre 2 chiffres en 2020. Maintenant, on augmente le prix du carburant, on augmente les salaires des fonctionnaires, on augmente le prix du taxi. Ça fait que les bailleurs vont augmenter aussi le prix du loyer. Ça fait que la Bayam Salam, qui va puiser son plantain au Bala pour ramener au marché du Fundi, va augmenter le prix de ses vivres. Naturellement, l'inflation va l'inflation ne sera plus mesurable. Or, le taux de croissance escompté reposait justement sur la maîtrise de l'inflation. Alors, est-ce qu'on a abandonné le projet de 6% de taux de croissance avant la fin d'année qui devait redresser la courbe pour nous remettre sur le chemin de la croissance? Non, on nous dit qu'on nous a apporté des solutions comme aller au marché Nkouloulou, aller au marché Bémassi vendre la patate moins chère. Mais c'est cosmétique tout ça, on ne fait pas une économie avec ça. Alors, honorable, sur les palliatifs, on reste au niveau du transport urbain de masse, par exemple. Dans certains pays, c'est ce secteur-là qui essaye d'alléger la tâche aux populations. On se pose la question, où est passée la société, le bus au Cameroun? Ben, vous savez, le bus n'a jamais bien fonctionné. Hein. Et quand on se rappelle l'époque de la SOTUC, je pense que c'est une mesure que les pouvoirs privés devaient prendre de relancer le transport urbain de masse à travers le bus. Ça doit être une volonté réelle, hein, parce que ça permettra véritablement de réduire le coût de transport au niveau des villes. Si vous prenez simplement l'exemple de Douala-Yaoundé, c'est un quart de la population du Cameroun qui réside dans ces deux villes. Et cela aurait un effet. Mais pour ajouter quelque chose à ce que Rodrigue a dit tout à l'heure, je pense que les mesures qui sont prises par le ministère du Commerce ne visent pas à être des mesures pérennes. C'est des mesures pour essayer de contrôler les risques d'inflation, de spéculation, surtout de spéculation. Je crois que dans son intervention, le ministre du Commerce disait d'ailleurs qu'il y a des stocks en ce qui concerne les denrées de première nécessité pour 6 mois.
dans un certain nombre de magasins. Donc il faudrait éviter que les gens... Les stocks de tomates, les stocks non, je vais y arriver. Le véritable problème, de haricots. Et je l'ai dit au départ, c'est qu'il faudrait que nous accroissons la production agricole. Il faut qu'il y ait des mesures pour intéresser les jeunes à l'agriculture, qu'ils sachent que les métiers agro-pastoraux sont autant de métiers que les métiers dans les bureaux et qui rapportent d'ailleurs plus. Quand vous avez un jeune qui a un seul hectare de bananes plantain, ça lui fait environ 800 rejetons. Ça lui fait 800 régimes en moyenne. Si vous prenez que ce... S'il vous plaît, laissez-le finir. Laissez-le finir, vous allez dire moi juste après. Si vous prenez les revenus de cette production simplement sans voir qu'à l'intérieur d'une même plantation on fait plusieurs spéculations, vous verrez en divisant par deux qu'il a une moyenne de revenus mensuels d'environ 100 000 francs. Mais le problème qui se pose dans notre pays, c'est qu'il faut organiser les circuits de distribution et commercialisation. Parce que vous allez voir, sur la route Bafoussam-Yaoundé, vous allez voir en même temps que vous avez des cajots de tomates qui viennent dans ce sens, vous aurez en même temps les cajots de tomates de plantain qui vont dans l'autre sens. Il faut organiser des pôles de production et puis maintenant organiser la distribution. Ça réduirait déjà les coûts de transport et permettrait véritablement que le coût de la vie soit moins cher. Comment on pourrait expliquer que nous ayons tout autour des grands pays qui sont importateurs de denrées alimentaires dans notre pays et que dans les zones frontalières, on ne développe pas la production agricole pour alimenter directement ces pays pour qu'elles ne viennent pas prendre ces denrées. C'est un véritable problème. En 30 secondes, et puis on va conclure avec François cette question. Le député tape sur le même clou depuis, demande qu'on développe l'agriculture, je le vois venir, mais on ne développe pas l'agriculture avec des machettes. On ne développe pas l'agriculture avec des roues. J'ai pas dit ça, non, mais oui, voilà. Mais c'est ça le problème. Vous dites qu'il faut intéresser les jeunes. Vous dites qu'il faut intéresser les jeunes à l'agriculture. Ouais. Mais ce n'est pas en leur disant prenez les machettes et les roues. Mais ça veut dire mettre en place. S'il vous plaît, je vais y arriver. Mettre en place. Voilà, je vais y arriver. En tout cas, s'il vous plaît, je le dis rapidement. Rodrigue ne veut pas dire que l'agriculture de deuxième génération ne se décrète pas. Ça ne se décrète pas. Je peux vous dire qu'aucun pays n'a développé son agriculture simplement en faisant l'agro-industrie. C'est en développant l'agriculture. Oui, vous avez en face, s'il vous plaît. Laissez Rodrigue aller au bout de ça. Vous avez en face vraiment 30 secondes. Des jeunes qui utilisent Instagram, qui utilisent Facebook, qui utilisent Internet et tous ces produits dérivés. S'il vous plaît. Permettez à Rodrigue d'aller au bout de ça. S'il vous plaît, honorable. S'il vous plaît, honorable. C'est ça le problème. Je vous donne la parole juste après. Je vous donne la parole juste après. C'est ça le problème, justement. Vous avez des jeunes qui rêvent. Vous leur demandez d'aller faire l'agriculture avec des machettes, soi-disant que, voilà, on ne peut pas toujours organiser la réforme agraire comme Khrouchtchev l'avait organisé en Russie. Mais je vous dis, on est en 2014. Il faut un certain nombre de gadgets, appelons-les comme ça, puisque vous ne voulez pas admettre que c'est substantiel. Il faut un certain nombre de gadgets autour de l'agriculture pour intéresser les jeunes. Et donc, il faut aller... les machines, c'est-à-dire que les tracteurs, vous ne les jetez pas simplement dans les champs à Ebolova, mais vous confiez ça à des groupes d'initiatives de jeunes qui peuvent utiliser. Ça, c'est d'un. Et de deux, pour terminer. La répartition des terres. On a cédé une importante partie de notre territoire à Raquel's Farm. Et il y a des barons du régime qui arrachent des terres dans nos petites localités. Mais quand vous allez voir le jeune d'une CAM, peut-être que le CAM n'est pas concerné, allons dans la Haute-Sanaga. Quand vous voyez un jeune de la Haute-Sanaga qui vient à votre rédaction, qui vous dit, moi, le gouvernement a dit, je dois aller faire des champs de tomates, je dois aller faire des champs de piments. Mais quand je voulais faire, on m'a dit qu'il y a un tel qui est puissant, qui vient de Yaoundé, qui a arraché toutes les terres. À ce moment, le jeune là, il fait l'agriculture où? Dans les nuages. Ok, réaction. En 30 secondes après, on va passer pas 30 au deuxième. secondes quand même, parce qu'il a... En une minute alors, en une minute. Non, je pense qu'il ne faut pas avoir une approche caricaturale. Je vais prendre une déclaration du président de la République. Vous êtes journaliste au commissaire agro-pastoral de Bolova. Il a dit... Non, laissez-le aller. Écoute la déclaration. Il est grand temps de mettre en œuvre la nouvelle politique agricole pour laquelle j'attends des résultats substantiels. Et quelques temps après, il dit,
Il faut intéresser les jeunes à l'agriculture parce que c'est un secteur, un grand vivier d'emploi et de taux-emploi. Et il a engagé le gouvernement à mettre des mesures par rapport à cette approche. Mais vous dites, quand on dit aux jeunes ou à n'importe quel autre citoyen, moi je suis agriculteur depuis quelques années, d'aller faire de l'agriculture, ça ne veut pas dire que il y a un certain nombre de mesures d'accompagnement qui doivent être mises en place pour accompagner. Le comice agro-pastoral, c'était en 2011. Où sont les Il n'y a pas la banque agricole n'est pas arrivée. S'il vous plaît, Rodrigue. La banque agricole qui devait financer l'agriculture n'est pas arrivée. Rodrigue, ce n'est pas un débat entre vous et l'honorable, s'il vous plaît. C'est l'agriculture des grandes terres. S'il vous plaît, Rodrigue. Et Georges Alain, ce n'est pas un débat entre vous et l'honorable. Vous savez très bien qu'il y a dans le pipe la refonte du régime foncier domanial de... Pourquoi tout est dans le pipe? Il y a 10 000 logements sociaux dans le pipe depuis 2014. Mais vous savez que c'est une question extrêmement sensible. Ne caricaturez pas en prenant l'exemple de la classe. C'est un exemple qui a été dénoncé par plusieurs personnes. Vous savez, vous dites, il y a des grands points. Nous tous qui sommes des élites extérieures, vous êtes élite chez vous. Je suis sûr que quand... Non, c'est pas sûr. Peut-être qu'il n'y a pas suffisamment de terre à l'ouest, mais je suis sûr que vous aussi, comme les autres jeunes, c'est-à-dire si vous prenez 10 hectares de terre, un autre jeune à cette dimension à l'ouest, des jeunes diront, mais il a pris 10 hectares, alors que moi, j'aurais peut-être besoin simplement de... Mais j'ai cité le cas Merci, honorable. Mais je peux vous rassurer que dans le cas, il y a des terres pour que les jeunes on attend la banque agricole. Absolument dire un mot pour que nous passions rapidement. Pas absolument. Je voudrais quand même préciser, et je reste dans cette logique, que Monsieur le Président de la République prend des actes politiques. En 2008, l'environnement international a prédisposé un certain nombre de nos États à rentrer dans le giron de l'insécurité et de l'instabilité. Monsieur Biya a pris un acte qui était un acte politique en 2008. Il attendait maintenant que l'ensemble de ses collaborateurs techniques fassent que le provisoire ne devienne pas définitif. Ça n'a pas été fait et le député vient de s'en rendre compte tout à l'heure alors qu'il doit le rappeler aux gens qui passent à l'Assemblée nationale. Non, mais c'est le député le plus... Je parle de l'Assemblée nationale. Je parle de l'Assemblée nationale pour vous dire que même les actes que le président a fait, en venant ici ce matin, j'ai accompagné mon épouse au marché. Elle a fait le calcul. Elle dit que le taximan a trouvé son compte. Puisque le taximan prend 5 personnes dans sa... On lui a ajouté 50 francs, ça fait 250 personnes. En aller-retour, ça fait 500. Le fonctionnaire n'a peut-être pas trouvé son compte, mais on l'a empêché de retrouver l'ensemble des frustrés de la République. Mais il y a une chose qui va faire en sorte que ça dilue tous les actes que le chef de l'État peut prendre. C'est la solidarité gouvernementale. Parce que vous semblez prendre à la légère les quelques revendications qui n'ont rien à voir avec le coût de la vie et le coût du pétrole. Les taximens et les transporteurs vous ont parlé des barrages. Ça n'a pas été réglé au moment où je vous parle. Les taximens ont parlé, comme ça se passe en Afrique de l'Ouest, d'une vignette unique. Mais mon Dieu, pourquoi depuis 20 ans, les gens vous disent, aller payer dans 14 administrations est un réel problème. Nous voulons payer 500 000 francs à l'État, et l'État a besoin de l'argent, tiens. Vous avez payé 500 000. Pourquoi on refuse la vignette unique? Les gens ont dit qu'il y a des problèmes d'insécurité, parce qu'on ne peut pas enlever les policiers et les gendarmes en route, comme je vous ai dit. Et vous comprenez pourquoi j'ai dit qu'on ne connaît pas qui est l'ennemi. Chaque fois que vous travaillez dans ce pays à bord d'un véhicule, le militaire, le policier, les forces de défense et de sécurité ont le devoir de voir qui circule en ce moment précis dans notre pays. Donc on ne peut pas du jour au lendemain comme ça enlever. Mais par contre, le secrétaire d'État à la gendarmerie, qui nous a déclaré qu'il a reçu beaucoup d'argent au problème de sécurité routière sur la route du Rwanda, mais il peut amener les gendarmes, ils peuvent amener les policiers à comprendre que l'heure est grave. Les anti-Balaka, les Séléka et tout cela, le pays doit se mettre en union sacrée pour les 3 ou 4 mois. Et dans 5 mois, que ce qui doit être fait, ajustement, réajustement et tout ce que vous voulez, le soit de manière normale. Absolument. Et qu'on ne se retrouve pas 5 ans après, avec un billet dos au mur, qui va se mettre à faire des choses qu'il aurait dû faire depuis 30 ans, recruter les jeunes. Il a fait 25 000 parce qu'il était dos au mur, alors qu'il peut le faire normalement, parce que ses ministres lui racontent que ceci n'est pas possible. Mais il peut aussi passer okay, c'est de ça qu'il s'agit. Merci François Bicoro. Rodrigue Toguet, merci. C'est pas prévu qu'il fasse sa main. On va prendre une petite pause pour retrouver la deuxième thématique.
Voilà, on peut en parler jusqu'à demain. On prend rapidement la deuxième thématique avec votre permission, l'Assemblée nationale, le règlement intérieur qui fâche. Docteur Babou, on commence par vous. J'aurais dû peut-être commencer par... C'est peut-être mieux. Oui, c'est quoi, ce serait mieux. Une proposition de loi visant à toiletter le règlement intérieur de l'Assemblée nationale a fait grand bruit cette semaine. Pourquoi certains députés boudent-ils ce texte? Il faut dire que le contexte qui expliquait cette proposition de loi visait essentiellement deux objectifs. Le premier objectif, c'était d'intégrer dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale les dispositions du nouveau régime financier de 2007 qui accorde beaucoup plus de pouvoir à l'Assemblée nationale, ce qui concerne le contrôle parlementaire des finances publiques et les commissions d'enquête spécifiques aux finances publiques. Ce qui a été fait. Le deuxième objectif, c'était d'intégrer dans ce règlement intérieur des dispositions qui ont trait au fonctionnement effectif du bicaméralisme à travers les dispositions de la Constitution et notamment celles liées aux incompatibilités relativement aux dispositions qui étaient présentes dans le Code électoral. Voilà, c'était l'objectif essentiel. Mais évidemment, comme c'est le règlement intérieur de l'Assemblée nationale, les députés ont estimé, et c'est de leur droit, qu'il était urgent d'y mettre un certain nombre de mesures qui permettraient d'améliorer leurs conditions de travail. Vous savez, nous sommes dans un contexte où un député ne peut pas recruter un assistant parlementaire. Le salaire de base d'un député, il est de 280 000. La solde nette d'un député, je n'ai pas honte de le dire, ou je ne vais pas le cacher, c'est de 791 000. Sauf que le député a en dehors du rôle que la Constitution lui donne, qui est de légiférer, de contrôler l'action du gouvernement, se sont greffés un certain nombre de rôles qui ne sont pas prévus ni par le règlement intérieur ni par la Constitution. Le rôle d'assistant social qui fait en sorte que la fonction de député est devenue une fonction plus de charge que d'avantage. Le rôle d'acteur politique majeur avec les tournées parlementaires, la présence permanente sur le terrain pour informer les populations sur un certain nombre de choses. Et ça a un coût. Et nulle part dans le traitement du député, véritablement, on ne voit ce qui peut l'amener à accompagner véritablement. Je crois qu'il n'y a aucun pays qui gagnerait à avoir des députés qui sont clochardisés. Je tiens à dire que dans toute la sous-région, même la Centrafrique qui est en guerre, enfin, le minimum de salaire, je vais vous donner le minimum, c'est-à-dire en Afrique, c'est 1 450 000. Le maximum, c'est 15 millions pour des députés ordinaires. En plus qu'en Centrafrique, qui est le pays le moins nanti de l'Afrique centrale, chaque député en début de législature, on lui remet le choix entre une 4x4 Prado neuve ou une 4x4 pick-up. Il a le choix pour lui permettre véritablement d'être sur le terrain. Je pense qu'il ne faut pas clouer au pilori les députés parce qu'ils ont estimé qu'il est important qu'on améliore leurs conditions de travail. Si on veut bien servir la nation, si on veut avoir la dignité dans la représentation nationale, je pense que c'est quelque chose dont on doit prendre. Alors, Georges Alain, est-ce que le problème même, ce n'est pas à la base, c'est-à-dire l'élection même de ces députés-là? C'est un problème parmi d'autres, mais moi je m'étonne quand même du discours de Gaston Comba, dont j'ai toujours admiré les prestations à l'Assemblée nationale. Alors voilà, il a été le premier à dire sur ce plateau qu'il faut se serrer la ceinture. Oui. Mais une fois qu'il s'agit des députés, on ne parle plus de se serrer la ceinture. J'ai parlé des préoccupations. Je crois que sa question, c'était de soulever les préoccupations en dehors des préoccupations liées. Vous êtes mieux placé on va revenir vous êtes mieux placé une fois de plus que moi pour savoir le niveau de rémunération des enseignants, le niveau de rémunération des médecins, le niveau de rémunération des journalistes, fonctionnaires. Mais vous ne pouvez pas comparer un élu, qui a des obligations multiples à un fonctionnaire qui a à charge simplement sa famille. Non, c'est véritablement une mauvaise comparaison. C'est une très mauvaise comparaison. C'est entendu. Parce que les contraintes et les obligations ne sont pas les mêmes. D'accord, c'est entendu. Ça, il faut que ce soit clair là-dessus. D'accord, on est clair. Un élu, c'est une mauvaise comparaison. Être clochardisé. Si je suis fonctionnaire, je suis un ancien fonctionnaire.
Je Est-ce que m'occupe je de peux ma continuer, femme, Gaston? de Ok. mes enfants. D'accord. Si je suis un fonctionnaire, mes obligations se limitent à ça. Mais si je suis un élu, et on dit en plus un élu national, représentant la nation. Ok, Je vais finir, d'accord. je vais finir. Honorable, Gaston, vous allez souffler que permettez Jean Chalin aille au Oui, bout mais de si, ça. permettez-moi, c'est une Je mauvaise vous donne la logique, parole, je non, je réagirai. vous donne la parole. Permettez-moi Juste que je après. poursuive. Permettez-le d'aller jusqu'au bout de C'est ça. que lorsque vous êtes en Congrès au sein de votre parti, lorsque le président national a parlé, Ah. vous applaudissez. Sauf que nous sommes sur un plateau. pas de notre parti, Permettez-moi, je croyais que voilà, vous étiez en tant que sympathisant. journaliste, j'ai constaté que lorsque le président national parle en Congrès, vous applaudissez. Sauf qu'ici, nous sommes Poursuivez. dans un débat Je croyais que vous contradictoire. étiez Poursuivez rapidement, Georges Alain. Alors j'ai dit une fois de plus, sans que je sois perturbé par votre discours. En tout cas, il dit que qu'il vous n'est savez pas bien- sympathisant de Vous votre savez parti. bien, Alors, vous savez je bien, croyais qu'il vous était sympathisant. savez bien que C'est une technique pour vous distraire, peut-être, Georges Alain. les médecins vivent d'expédients. Il y a un certain nombre de fonctionnaires qui sont essentiellement mal payés. Alors, nous, le peuple, puisque vous êtes les représentants du peuple, on vous envoie à l'Assemblée nationale pour défendre prioritairement le peuple. Oui. Vous ne pensez d'abord qu'à votre pense. Non, ça, vous c'est- pensez prioritairement à votre pense. Je vous Non, dis, non, à l'Assemblée c'est faux, nationale, je peux pas- je à peux l'Assemblée pas nationale, admettre c'est que vous quand dites les ça. intérêts des députés Non, vous sont pouvez menacés pas. qu'il y a souvent véritablement de confrontation. Mais on a eu, par exemple, Comment vous pouvez dire sur ça? les APE, on n'a pas senti le même activisme. Alors, je vais vous Sur donner les ce qui a été APE, fait pour les APE. Combien de... Je vais réagir. Combien Je vais de- vous dire ce qui a été On n'a fait pas pour senti les le APE. même activisme Georges quand Alain. il s'agissait Au de contraire, défendre il y les en a intérêts eu. Ça, je de peux vous combien de assurer. députés. Je peux vous Il n'y a assurer. jamais eu une union Ne sacrée vous sur les consacrez APE comme pas. c'est le cas pour Ne le vous vos limitez avantages. pas d'accord. à la mise en Honorable. scène de l'opposition en plénière. Mais je peux vous assurer que le débat, ce qui concerne les APE à la Commission des affaires étrangères, a été essentiellement vif. Mais comme- Et je vais vous dire d'ailleurs, vous laissez je l'honorable vais d'ailleurs vous dire apporter cette que précision. la commission des affaires étrangères a rejeté le rapport qui lui a été présenté par les services techniques. C'est pour ça que la plénière qui était prévue à 14h a eu lieu vers 18h. Parce Et qu'est-ce qui a changé au fond? qu'il fallait mettre les préoccupations des députés dans le rapport. Est-ce que quelque chose et a les changé au fond, engagements Gaston que le Combat? Rien n'a gouvernement changé au fond, devait... il ne s'agit Non, pas ok. de pousser D'accord. quelques cris Maintenant, d'orfraie. on reviendra tout à l'heure Non, ce qui il ne concerne les s'agit pas de APE. D'accord, pousser d'accord, quelques d'accord. cris d'orfraie. Eh bien, nous Georges sommes Alain, d'accord. Georges Alain, laissez-moi poser la question autrement à Rodrigue Tonguel. Était-il opportun, par exemple, de revoir à la hausse le salaire des députés? Moi, j'ai écouté Gaston Combat tout à l'heure. Son discours est identique à celui d'un ministre que j'ai rencontré hier, qui nous dit, ben voilà, j'ai un cabinet à entretenir, je suis le représentant à ma façon des gens de mon village, parce que quand on me nomme, on me rappelle que je dois faire de bons scores électoraux au village, c'est-à-dire que je suis l'assistant social de cela. Je suis, et vous ne pouvez pas venir chez moi, M. Tongué, me dire qu'il faut baisser les charges de carburant, il faut baisser le nombre de voitures, il faut baisser... C'est une position syndicale. Cela dit, on a maintenant un syndicat d'élite à la tête du pays qui pense que faut il pas. faut Un ça. syndicat Non, mais de le discours est identique. Véritablement, Permettez à ça, chacun de ça, prendre la c'est parole à ce qu'on son appelle tour, des s'il vous plaît. députés du char. Permettez, Il y a 36 000, il y a peut-être Mais voilà, 36 000, mais- il y a 180 Mais sauf que députés. ça Vous pensez que- s'amoncelle. permettez à chacun de que prendre On la parole à a son tour. 60 membres du gouvernement au Cameroun qui vous disent identiquement, comme les 180 députés, les 100 sénateurs, que je suis l'assistant social de mon village. Ils ne parlent pas... Non, mais tu es l'assistant social de ta famille. Voilà. Famille africaine. Mais ils vous disent qu'on doit, Nous, en plus, on doit a entretenir leurs la privilèges, on doit entretenir leurs prérogatives. C'est ça qui est choquant. C'est qu'on demande, le ministre Tiroma, au lendemain de la hausse des prix de carburant, demandait appelait le peuple à faire un sacrifice. Mais finalement, on se demande, qui fait le sacrifice? Est-ce que c'est le petit peuple, le chauffeur de taxi, le chouhead, le bayamsam, le fonctionnaire Les moyen? élus, on les fait depuis Oui, d'ailleurs, hein? avec ce qu'on... Ou alors, c'est ce syndicat d'élite qui syndicat se des bat chasseurs. pour sauvegarder ses privilèges. Mais Je crois que c'est ça vous qu'il s'agit. faites partie des Or, le D'accord. député, s'il vous plaît, le député... Pour chuter sur la question. Mais pas du Pour syndicat. chuter sur la question, De l'élite, maintenant. mais pas du syndicat. Pour chuter sur la question. Chuter sur la Oui, question, oui. Rodrigue. Or, il y avait d'autres préoccupations. Les députés auraient pu faire bloc autour de ça. Les questions orales aux membres du gouvernement pour contrôler l'action gouvernementale. Parce que c'est inscrit dans la constitution du Cameroun que le député travaille au contrôle de l'action gouvernementale. Par quel moyen? Les questions orales, par exemple. Jusque-là, on n'a pas toujours de questions orales au Cameroun. On a des questions écrites. S'il vous plaît, c'est des questions écrites. La pratique parlementaire, s'il vous plaît, c'est important. Chutez maintenant. Je dis toujours qu'il y a des gens qui nous regardent. D'accord, chutez maintenant. Chutez. La pratique, la tradition parlementaire ailleurs, là où nous copions les exemples de démocratie en Occident. En France, il y a des questions écrites, il y a des questions orales.
Ce que nous appelons questions orales chez nous ressemble bizarrement à ce qu'on appelle questions écrites en France. Et les questions orales... Oui, il y a deux types de questions. Au Cameroun, on ne parle que de questions orales, mais il faut préparer sa question, l'élaborer, faire transiter par le bureau de l'Assemblée, on le propose au ministre, et puis il vous envoie la réponse, il vient répondre, il vient faire son show au Parlement. Entendu, Rodrigue. Ils auraient pu faire bloc pour avoir plus de pouvoir. C'est entendu, Rodrigue, on vous a entendu. Honorable. Oui, 30 secondes. Je vous dis que le nouvel règlement intérieur de l'Assemblée donne plus de pouvoir à l'Assemblée nationale et au Parlement en général en ce qui concerne le contrôle de l'action du gouvernement. C'est aujourd'hui un contrôle permanent. Avant, dans le cadre des commissions d'enquête spécifiques, le contrôle avant se déroulait essentiellement en période de session. Aujourd'hui, c'est un contrôle qui est permanent du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, avec des pouvoirs même de requérir, de traduire dans le cas où c'est-à-dire que sur pièce, c'est un contrôle sur pièce et sur place, mais en plus la possibilité de pouvoir saisir directement les instances judiciaires dans le cas où on se est-ce que c'est de la s'il vous plaît, laissez-le finir. Maintenant, ce qui concerne les questions orales, dans tous les, il y a ce qu'on appelle, il y a deux types de questions orales. Il y a des questions orales qui sont des questions orales écrites dans tous les parlements du monde. Il y a une session qui est réservée aux questions orales. Et tous les députés qui posent ces questions aux membres du gouvernement envoient à ces membres du gouvernement, à ce qui concerne la journée consacrée aux questions orales, envoient à ces membres du gouvernement la question. Peut-être la différence, c'est que la différence, c'est ça la différence. La différence, c'est que chez nous, il n'y a pas de la possibilité de relance. Le mécanisme d'ailleurs, c'est que dans un certain nombre de parlements, pas dans tous les parlements, c'est-à-dire on vous donne un temps de parole à vous, le député, un au membre du gouvernement, et puis vous avez le temps de... Mais la question écrite, la notion de question écrite, elle existe partout. C'est la question, quand une question est une question écrite, le membre du gouvernement vous répond par écrit. Mais on a des questions orales spontanées, c'est celles qui ont lieu au moment où on défend un projet ou une proposition. Merci pour ça. Émergente, avec bien sûr ses forces, mais également, il faut le reconnaître, ses faiblesses. Je voudrais revenir quand même sur l'attitude Non, les députés doivent montrer l'exemple. Et puis le député, comme représentant d'une région, c'est d'abord le député de la nation. On demande pour le député d'aller dans son village. Cette approche identitaire de la République est en faux, en porte-à-faux par rapport à la logique d'une République indistincte. Le député d'une CAM qu'il est doit défendre les gens d'une BAM, éventuellement, des hauts plateaux. Pourquoi pas? C'est ce qu'ils sont députés de la nation. S'il vous plaît, laissez docteur. Du Cameroun qu'il s'agit, et non ni le CAM, ni le haut plateau, ni la Ménois. Non. Alors, dans cette conjoncture extrêmement difficile, je trouve véritablement indécent que les députés réclament l'augmentation. La multiplication des sessions n'entend pas. Les députés n'ont pas demandé d'augmentation. S'il vous plaît, je termine, monsieur le député. L'amélioration de leurs conditions. L'amélioration de leurs conditions. L'amélioration. C'est la même chose. S'il vous plaît. Ça veut dire qu'on leur donne... Non. Ça veut dire qu'on leur donne la possibilité, par exemple, de recruter un assistant parlementaire. Oui, je comprends. Mais vous avez demandé l'augmentation de votre indemnité de payer cet assistant. Ok. Non, docteur Mabou, s'il vous plaît. S'il vous plaît, docteur Mabou. Conditions de travail. S'il vous plaît. Pas de salaire.
conditions de travail, c'est entendu. Oui, Laissez les docteur Mabou enseignants. terminer. J'étais Laissez défenseur docteur du Mabou règlement terminer. intérieur. Honorable, s'il vous J'étais plaît. parmi les 5 Honorable, s'il vous députés plaît, qui défendaient le permettez règlement aux uns intérieur. aux autres aussi de s'exprimer Non, monsieur le député, sur la je dis question que de l'Assemblée nationale. l'enseignant, moi je suis enseignant par ailleurs, hein, on aurait pu réclamer aussi l'amélioration de nos conditions de travail. Vous gagnez bien votre vie en tant qu'enseignant. Enfin. Vous terminez maintenant. Bon, docteur. simplement, Terminez sur cette Vous avez question. revendiqué s'il vous plaît. les enseignants de Honorable, l'université. s'il vous plaît. Honorable, s'il vous plaît. Qu'on vous a accordé. Honorable, on ne va pas épuiser Non. le sujet si on Simplement, continue. Vous êtes d'accord avec moi je que vous veux- avez même attendez. menacé On de va Monsieur pas le terminer député, le vous les sujet. enseignants. Je On vais- n'ira je pas vais- au bout je de vais- notre monsieur logique. je vais le conseil terminer en technique. disant quand même. Vous je voudrais- oui, oubliez, je il y voudrais- a quelques années, C'est vous pas avez vrai, menacé monsieur de le lever dans député. l'université. Non, Vous je répondez termine, les problèmes de je recherche termine et en de rappelant ceci. le discours du Et vous chef d'État menacez du tout le 31 temps de décembre. grever parce qu'on vous Je crois que l'arrête c'est pas. un discours phare qui devrait orienter, y compris les députés. Il faut substituer l'intérêt privé, il faut substituer l'intérêt public Personnel. à l'intérêt personnel. Cet intérêt personnel a tout gangréné et je crois, et j'observe peut-être mal, que cet intérêt est en train de gangréner, y compris à l'Assemblée nationale, et ce serait Je dommage. suis Alors, désolé, François, monsieur le conseil François, technique. Il y a quelques mois, le ministre de l'enseignement supérieur était obligé de publier un communiqué pour vous dire que vos primes de recherche et d'enseignement sont disponibles. Pourquoi? Parce que vous menacez de grever. Je ne veux pas me Pourquoi faire vous le ne faites syndicat. pas- Je ne veux pas pourquoi me vous faire ne le faites pas syndicat ça des quand enseignants c'est ici. là, là, Pas tous on à la discutera fois. international. On parlera peut-être. Je fais trois J'espère que demain, Vraiment. on serait des Très rapidement, il reste une minute. François Mikoro. c'est très facile de François jeter le Mikoro. pauvre sur les autres, qui font Mais un s'il vous métier plaît. qui est d'ailleurs noble. Et s'il vous plaît. Je tiens à vous dire Honorable. que la fonction des La députés, c'est plus une conjoncture fonction de économique charge ne qu'une s'y fonction prête pas. d'avantage. Honorable, ne vous emportez pas, s'il vous plaît. Je Ne vous emportez pas, honorable. Ne vous emportez pas. Non, c'est pas un Parce débat. que C'est pas un débat. C'est un pas élu- c'est pas un Oh là là, ping-pong entre reste- vous. Honorable, Honorable, s'il vous plaît. respecter les honorable, Égyptiens. Honorable, s'il vous plaît. Le dynamisme, s'il vous c'est plaît, une s'il politique. vous plaît, S'il vous plaît. Je peux vous donner la parole Honorable. si vous voulez. Honorable, je peux vous donner la Honorable. parole. Je Tout peux le vous monde, donner la parole si c'est vous pas voulez. tout le monde qui Honorable. accède à une fonction élective. Il faut respecter les D'accord, élus. c'est entendu. Oui, On termine par vous, François je Mikoro. fais- S'il vous plaît, s'il vous plaît. Cher Je monsieur, fais- je vous je en fais prie. trois constats. Cher Je monsieur. fais trois constats. Le premier, c'est sur les questions. Il me semble que c'est une On me question. signale à la régie qu'il me reste